Bonjour, quelques mots pour parler d'éducation populaire dans le contexte actuel. Quelques mots en trois axes. Le premier, définir un peu en quelques phrases, quelques secondes, l'éducation populaire. Le deuxième, traiter de la question de l'éducation populaire dans le contexte de cette crise sanitaire, avec le besoin d'un plan de sauvegarde pour l'éducation populaire. Et puis le troisième, qui est la question du déconfinement et de la santé psychique et du besoin de lien social par rapport au confinement. Donc d'abord, l'éducation populaire en quelques mots. Euh, Besoin de repasser par ça parce qu'effectivement, l'éducation populaire ne peut pas se résumer aux seuls accès à l'éducation, à la culture. L'éducation populaire ne peut pas se résumer seulement à la mise en œuvre de services publics d'animation. Ce, Cela fait partie des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Et l'éducation populaire peut se définir autour de six principes fondamentaux. Le premier, c'est une praxis entre théorie et pratique, un aller-retour permanent et réciproque entre l'action, l'agir et puis la conceptualisation et la réflexion. En ce sens, il doit exister une action-recherche ou de la recherche-action dans chacune de nos organisations, de nos associations. Le deuxième, c'est d'abord de l'éducation. C'est-à-dire que c'est une relation dissymétrique. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a égalité entre l'adulte et l'enfant, par exemple. C'est une relation dissymétrique, mais qui vise à contribuer à une construction progressive du sujet. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler la réduction de cette dissymétrie et de donner, au fil des années, au fil des mois, de plus en plus de capacité d'agir au public. Le troisième, principe, c'est que l'apprentissage passe par l'action collective. C'est pas qu'une action individuelle. Et cette action collective a une fonction sociopolitique très importante. On le repère dans les mouvements sociaux, ce que ça peut produire, mais on le repère aussi dans les projets collectifs qui sont construits dans les accueils de jeunes, dans les centres de loisirs, dans les FJT. Et effectivement, le collectif, là, a une dimension fondamentale. Quatrième principe, c'est le peuple. Effectivement, le peuple a une double dimension, c'est-à-dire qu'il est à la fois objet, c'est-à-dire que l'éducation populaire s'adresse à lui, mais il est aussi sujet, c'est-à-dire qu'on tente de travailler à ce que le peuple soit acteur de cette éducation. Cinquième principe, c'est que l'éducation populaire a une vision sociale et un objectif de transformation sociale. En tout cas, l'éducation populaire telle qu'on l'a définie. Effectivement, on vise une émancipation individuelle, mais aussi collective. En ce sens, on transforme les relations au savoir, on transforme les relations à l'autre dans l'action collective, et effectivement, ça permet de faire évoluer les rapports sociaux entre les personnes et d'avoir une réflexion sociétale. C'est ce qu'on dit souvent, on dit l'éducation populaire, c'est permettre de comprendre le monde pour pouvoir agir dessus. Et puis, dernier principe, c'est que l'éducation populaire s'inscrit dans des espaces associatifs militants et démocratiques. Démocratique parce que c'est une condition essentielle, qui n'est pas spécifique à l'éducation populaire. D'ailleurs, Freinet disait je ne peux pas être démocrate dans la rue et dictateur dans la classe. Et donc, effectivement, la démocratie, elle concerne l'ensemble de nos structures, mais elle ne concerne pas uniquement l'Assemblée générale et le conseil d'administration, elle concerne l'ensemble des espaces sociaux qui se vivent dans l'association, avec nos publics. Donc, il est question d'instaurer de la démocratie avec des conseils, avec des institutions démocratique. Et par démocratie, nous n'entendons pas que la démocratie représentative, mais un mixte à construire dans chaque organisation, un mixte entre démocratie représentative, participative et directe. Et puis association militante, c'est-à-dire qu'effectivement l'éducation populaire peut se construire en lien avec les collectivités peuvent soutenir la structuration de l'éducation populaire, mais l'éducation populaire ne peut pas être organisé dans un secteur marchand, donc il doit être associatif avec un projet collectif et non lucratif. Donc voilà un peu en quelques mots l'éducation populaire. Et effectivement, euh, le, le contexte que nous vivons, la crise sanitaire que nous vivons, menace directement l'éducation populaire. Et c'est un ensemble d'un secteur économique entier qui est menacé. Je parle des centres de loisirs, des centres socioculturels, des maisons de quartier, des centres de vacances, des séjours de vacances, des classes transplantées, des habitats jeunes, des FJT, des actions à la mobilité internationale, le sport pour tous, la formation à l'animation, l'accompagnement des jeunes dans des projets ou de la prévention, l'accompagnement à la scolarité, des associations de quartier comme des associations en milieu rural. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, sur les Pays de la Loire comme sur la Loire-Atlantique, l'éducation populaire touche un habitant sur deux. Et effectivement, la crise, elle est importante parce que notre secteur a été majoritairement fermé et confiné.
Euh, et l'éducation populaire doit avoir aussi son plan de sauvegarde, hein. Effectivement, on répond à des besoins, à une utilité publique et sociale, mais on est aussi un réel secteur économique et parfois trop dénigré. Trop dénigré parce que certains diraient que on dépend en grande partie des dépenses publiques. C'est vrai, il faut le reconnaître, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas les fonds publics, ça veut dire que derrière, ce seraient les familles qui devraient payer, et avec toutes les inégalités que ça engendrerait. Mais pas plus que le BTP, par exemple. Alors en France, le secteur de l'éducation populaire, c'est 6 millions de bénévoles et 680 000 salariés. Et effectivement, il y a un risque important. Sur le secteur, la région Pays de la Loire, on estime les risques entre 30 et 50 millions d'euros pour l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et sur la Loire-Atlantique, plus précisément, on serait autour de 15 à 20 millions d'euros de pertes au niveau de nos associations. Donc c'est un vrai plan de sauvegarde, et sur la Loire-Atlantique, on peut se satisfaire déjà de la réaction de certaines collectivités. Je ne vais pas tous les nommer parce que la liste serait trop longue, mais le conseil départemental, la ville de Nantes-Saint-Nazaire, ont déjà initié, et d'autres villes ont initié des créations de fonds de soutien. Nous, on propose un levier autour de 3 axes. Le premier, c'est le maintien des engagements. Effectivement, nos associations ont des conventions, des marchés publics, des subventions, avec des collectivités, avec des institutions, je pense à la CAF, mais d'autres, avec l'État. Et il nous semble effectivement essentiel d'avoir des engagements financiers qui permettent de garantir une continuité des actions malgré les reports d'annulation ou de reports. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, effectivement, nous souhaitons qu'il y ait une ouverture de fonds de soutien au secteur associatif et à l'éducation populaire dans toutes les collectivités, au niveau de l'ensemble des CAF. Ce n'est pas un millefeuille que nous demandons, mais c'est une solidarité concrète au regard des compétences des différentes collectivités et institutions. Et puis le troisième, il concerne l'État, et notre proposition, elle ne serait pas forcément de créer un fonds de soutien, enfin, s'il y a un fonds de soutien qui se crée, on ne serait pas contre, mais c'est déjà d'utiliser les fonds existants. Effectivement, il y a un fonds autour de la jeunesse, et en particulier du SNU, le service national universel. Il serait complètement imprudent de le lancer aujourd'hui avec des internats de 200-300 personnes, et donc forcément il est en retard en ce moment. Et ben nous proposons d'entériner le report du SNU au moins d'une année, qui permettrait déjà de débloquer 30 millions d'euros. Mais il y a aussi le fonds qui est dédié au service civique. Forcément, dans une période de pause comme nous connaissons, il y a moins de services civiques, et que pendant les 3 mois, il n'y a pas un nouveau recrutement entre guillemets de personnes dans le service civique, et donc ça libère des fonds. Eh bien, nous demandons que l'ensemble de ces fonds soit fléché sur un fonds de soutien aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et donc ces 3 leviers doivent pouvoir permettre quand même de sauver euh, l'ensemble des associations. Alors, dernière réflexion liée à cette période, c'est la question du déconfinement de l'éducation populaire, du confinement de l'éducation populaire, et de l'intérêt de le déconfiner, et l'intérêt de réfléchir sur la hiérarchisation qui nous a été imposée entre le lien social, la santé psychique et la santé physique. Alors, nous ne nions pas qu'il faut faire attention à la santé physique, nous ne nions pas qu'il faut construire des process, des protocoles qui permettent de faire en toute sécurité. Nous ne nions pas le fait que certains ERP, certains établissements recevant du public ont été fermés. Pour autant, nous interrogeons quand nous maintenons confinée l'éducation populaire et que nous rouvrons les chantiers de l'Atlantique, car vital par la nation. Nous l'interrogeons car oui, nos associations sont tout aussi vitales. Et trois attentions, hein, par rapport à ce qu'on vient de vivre et au confinement de l'éducation populaire. C'est, j'ai déjà dit, mais l'attention à la santé, et pas la santé que du corps, mais aussi la santé psychique et mentale. Le deuxième, c'est la fracture numérique. On l'a bien vu, on a parlé de continuité éducative, mais que les 10-15% de gens qui ont un peu lâché l'école, et parfois dans certains quartiers 30-35%, c'est en particulier dû à une fracture numérique, tant au niveau des équipements que des abonnements numériques, que aussi l'usage de ces outils. Et puis il y a une fracture sociale et territoriale, parce qu'il n'est pas aussi facile de confiner quand on est dans une maison ou un appartement avec balcon, un appartement sans balcon. Et donc effectivement, il y a certains territoires où le confinement a été beaucoup plus compliqué.
Il y a quand même eu, et heureusement, des actions qui ont été menées, toujours un peu à la limite euh, réglementaire, mais toujours en respectant les gestes barrières. Euh, Premières actions qui ont été menées sur certains territoires, certains quartiers, certaines communes, de manière trop isolée, il nous semble, c'est d'abord d'avoir contribué à informer sur les gestes barrières, les aides de la CAF ou des bailleurs sociaux, par affichage. Parce qu'effectivement, l'information ne circulait plus, les services publics, mairies de quartier, maisons de quartier, etc., n'existaient plus, enfin n'étaient plus ouverts. Et donc il a fallu organiser ces affichages en échangeant avec certains habitants, certains étaient militants, et ont pu aussi relayer les choses. Et puis en favorisant l'organisation des habitants par l'entraide. Faire des courses, imprimer des documents, distribuer des attestations de déplacement, garde d'enfants à l'extérieur, pour soulager les parents, fabriquer les masques, nettoyer les parties communes, maintenir des AMAP, près de jeux, près de connexion Wi-Fi, près de matériel informatique. Ça, ce sont toutes sortes d'actions qui ont pu être menées dans certains quartiers et c'est bien une action d'éducation populaire. Alors rappeler cela, c'est aussi se le remémorer parce que on ne sait pas ce qui peut venir à l'avenir et effectivement nous pouvons de nouveau connaître un confinement et qu'il serait intéressant d'intégrer ces éléments-là dans des politiques publiques à venir.